neuropathique. Merci. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a de neuf, un petit peu dans la douleur neuropathique. Bon, je vais un petit peu déflorer le sujet pour dire qu'il n'y a pas grand-chose et on va parler des toutes petites choses qui viennent de sortir. Alors, d'abord, définissons la douleur neuropathique. Donc c'est une douleur qui est causée par une lésion, une maladie du système nerveux, d'accord, et surtout de l'appareil somatosensoriel. Donc il faut savoir que la douleur neuropathique, elle touche à peu près 6 à 10% de la population. Et malheureusement, l'incidence de cette douleur neuropathique ne va faire qu'augmenter. Pourquoi? Parce que déjà, donc, il y a l'obésité, le diabète, donc il y a plus de neuropathie diabétique, plus de douleurs post-stériennes qui risquent d'apparaître. Il y a aussi les progrès de la médecine qui ont fait qu'on survit plus longtemps d'un cancer, avec des chimiothérapies, des radiothérapies, plus de chirurgie, etc. Donc l'incidence de la douleur neuropathique va augmenter. Malheureusement, le corps médical n'a pas encore les armes pour éradiquer cette maladie. Et surtout que cette maladie éradique un petit peu la qualité de vie de nos patients. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en matière d'évaluation de la douleur neuropathique, il faut vraiment faire une évaluation globale. Donc, il faut évaluer l'intensité, ce qui est important. C'est ce qui va nous permettre de dire est-ce qu'on va commencer un traitement et quel type de traitement. Donc, l'intensité en utilisant une échelle visuelle analogique. Bien sûr, oula, j'ai la diapo qui a sauté. Bien sûr, il faut mettre en évidence l'origine neuropathique de la douleur en utilisant des scores qui sont validés, notamment le score DN4, où il y a 10 items, 7 questions et 3 items d'examen. Et si on a un score 4 ou plus, c'est une douleur neuropathique. Si on ne veut pas faire l'examen, on peut se baser sur les 7 premiers items qui sont des items d'anamnèse. Et si on a 3 items sur 7, on peut parler de douleur neuropathique. Et bien sûr, il faut obligatoirement, à chaque fois qu'on a un patient qui a une douleur neuropathique, il faut chercher quelles sont les répercussions sur la qualité de vie, parce que c'est ce qui est de plus important, c'est la qualité de vie. En utilisant plusieurs scores, notamment l'Eurocall ou tout score, Brief Pain, etc. Bref, tout score qui peut nous donner un petit peu une image de la qualité de vie. On peut avoir recours à d'autres examens. Ils sont surtout réservés pour la recherche ou vraiment quand on a une douleur neuropathique qui traîne dont on ne connaît pas l'étiologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a des recommandations neuves, oui. Donc, les dernières, ce sont les recommandations canadiennes. Il y a des recommandations maghrébines qui datent de 2012. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Pas grand-chose. On a toujours un petit peu les 4 lignes de traitement. Ce qui a changé, c'est surtout le positionnement de certains produits qui étaient en 4e ligne, qui sont remontés en 3e ligne. Mais sinon, en première ligne, on trouve toujours les mêmes thérapeutiques, c'est-à-dire les antidépresseurs, notamment les antidépresseurs tricycliques, avec à leur tête la mitriptyline ou la nortriptyline. Il y a aussi les inhibiteurs de la recapture de sérotonine, noradrénaline, qui ont une place de plus en plus importante et qui peut être utilisée dans d'autres douleurs neuropathiques autres que le diabète, par exemple. Et il y a l'autre classe qui peut être utilisée en première intention, c'est la classe des antiépileptiques, notamment les gabapentinoïdes, la gabapentine ou la prégabaline. Bien sûr, tous ces traitements, il faut titrer, commencer par de petites doses et changer les doses petit à petit et prendre le temps de savoir si on a une efficacité ou pas, parce qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires. Il faut faire attention surtout pour le sujet âgé, notamment pour les antidépresseurs tricycliques. En deuxième ligne, on trouve en tête de liste le tramadol et bien sûr les opioïdes, oxycodone, morphine, qui sont en deuxième ligne de traitement de la douleur neuropathique. Bien sûr, les seuls entorses et les cas particuliers un petit peu de ces 4 lignes de traitement, c'est surtout, par exemple, l'utilisation de la lidocaïne topique qui est en deuxième ligne directement pour la douleur post-stérienne, parce que les traitements topiques sont actuellement en 4e ligne selon les recommandations, et la carbamazépine qui est en premier lieu utilisée en première ligne pour la névralgie du trijumeau idiopathique. Alors, pour les gabapentinoïdes, je veux juste tirer l'attention sur un problème qui risque de survenir, qui survient un petit peu chez nos voisins algériens, c'est l'utilisation des gabapentinoïdes pour une utilisation toxique. Et on commence à avoir beaucoup d'addictions en cas de mésusage, notamment l'utilisation, c'est ce qu'on appelle saroch ou la taxi chez nos voisins. Il est utilisé comme drogue, malheureusement. Alors, l'autre classe qui ne figurait pas dans certaines recommandations, et qui figurait par exemple dans les recommandations canadiennes en 4e ligne et qui sont remontées en 3e ligne, c'est les gabapentinoïdes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux, et notamment le système de douleur qui prend en charge les douleurs, donc il y a des récepteurs un petit peu sur toute la ligne de modulation de la douleur, c'est les récepteurs gabapentinoïdes, les CB1 et les CB2. Il faut savoir qu'il y a une production de gabapentinoïdes endogènes et qu'on peut utiliser ces gabapentinoïdes parce qu'il y a une interaction de tous les systèmes de modulation, notamment les systèmes GABAergiques, les systèmes sérotoninergiques et opioïdes. D'accord ? Et bien sûr, ils ont été utilisés
beaucoup sur la douleur neuropathique, notamment les douleurs neuropathiques d'origine centrale et surtout, par exemple, chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Alors, malheureusement, il n'y a pas encore d'études d'une force importante pour dire qu'ils ont une efficacité. Il y a aussi maintenant les cannabinoïdes de synthèse qui commencent à être utilisés, notamment aux États-Unis, qui commencent à avoir l'AMM aux États-Unis et au Canada pour la douleur neuropathique. Alors, est-ce qu'ils sont plus efficaces pour la douleur neuropathique centrale ou périphérique? Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'études pour dire qu'ils sont réservés qu'à une catégorie ou à l'autre. Est-ce que les sélectifs sont meilleurs, par exemple, que le cannabis en poudre, etc. Pour l'instant, il n'y a aucune étude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les garder en troisième ligne de traitement de la douleur neuropathique et peut-être un petit peu plus tôt pour la douleur neuropathique liée à la sclérose en plaques. La toxine botulique a été utilisée aussi dans certains cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toxine botulique donc, agit en bloquant un petit peu la transmission nerveuse, donc pourrait bloquer un petit peu ces influx qui peuvent entraîner la douleur et altérer la qualité de vie. Pour l'instant, ils ont été utilisés surtout pour la douleur neuropathique diabétique ou quand on a une lésion focale. Là aussi, on n'a pas encore assez d'études fortes pour les utiliser de manière, je dirais, systématique. Et c'est pour ça que la toxine botulique est généralement utilisée en quatrième ligne de traitement de la douleur neuropathique. Alors, quid des traitements non pharmacologiques? On vient de parler un petit peu de l'hypnose. Alors, le problème de ces traitements, ils peuvent constituer une bonne alternative un petit peu aux traitements pharmacologiques. Et il y en a beaucoup. Donc, il y a le massage, la réflexologie, l'acupuncture, le TENS, l'hypnose, la stimulation magnétique, etc. Bref, tous ces traitements peuvent être utilisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a un support, je dirais, scientifique pour l'utiliser? Le problème, c'est que malheureusement, ces thérapeutiques sont utilisées après échec. C'est généralement un patient douloureux qui a une douleur neuropathique qui traîne depuis des années, qui a vu le premier médecin, le deuxième médecin, qui a utilisé les gabapentinoïdes, qui a utilisé les morphiniques, etc. et qui est en échec. Et généralement, on garde ces thérapeutiques pour ces patients-là, quand le patient en a marre de faire le tour des patients. Et c'est pour ça que les études sont un petit peu biaisées sur ce plan-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces traitements peuvent être utilisés parce qu'ils n'ont presque pas d'effets secondaires, à part un petit peu les techniques de stimulation magnétique qui peuvent entraîner des petites brûlures locales, mais sinon, ils peuvent être utilisés. Et je pense qu'il va falloir les utiliser de plus en plus tôt chez les patients douloureux chroniques, que ce soit pour la douleur neuropathique ou pour la douleur nociceptive, dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire et dans le cadre d'une prise en charge de douleurs multimodales. Maintenant, de quoi sera fait le futur? Est-ce qu'on peut voir le bout du tunnel de cette douleur neuropathique qui fait peur à tous les patients et à tous les médecins qui traitent un petit peu cette douleur neuropathique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une douleur, mais des douleurs neuropathiques, parce qu'elles ont plusieurs étiologies, et chaque douleur neuropathique se manifeste de manière différente. Il y en a qui se manifestent par des brûlures, par des piqûres, par du froid, etc. Donc, il est difficile d'envisager qu'on peut avoir une baguette magique et éradiquer cette douleur neuropathique, et c'est pour ça qu'il y a des groupes d'études qui essaient de cartographier un petit peu, de créer une cartographie des douleurs neuropathiques en fonction des symptômes et en fonction des étiologies pour essayer d'avoir un traitement de la douleur à la carte. Mais pour l'instant, toutes les études et toutes les propositions qui ont été faites, malheureusement, n'ont pas donné satisfaction. L'autre chose, c'est qu'il y a des pistes de recherche, il y a de plus en plus de récepteurs qu'on commence à trouver, par exemple le récepteur FLT3, qui est présent un petit peu sur les cellules immunitaires, qui vont être les premières cellules qui vont agir quand il y a une lésion nerveuse. Et donc, peut-être qu'en inhibant ces récepteurs, on pourrait avoir un gain sur la douleur neuropathique. Ça a été utilisé sur les souris. Ça diminue en tout cas l'allodynie et l'hyperalgésie, en tout cas chez les souris. Ça peut être une piste de recherche pour la douleur neuropathique chez l'adulte. Il y a aussi le NO-synthétase, la partie neuronale, qui peut-être en inhibant pourrait avoir un plus sur la douleur neuropathique, mais là aussi on est dans le domaine de la recherche. Pour l'instant c'est chez les souris. S'il y a quelque chose, ça n'apparaîtra pas au moins avant 5 ou 6 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf dans la douleur neuropathique? Pas grand-chose malheureusement. On a toujours les mêmes vieux traitements, c'est-à-dire en première ligne, les antidépresseurs tricycliques, les gabapentinoïdes et les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture noradrénaline. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement est difficile, l'efficacité n'est pas toujours au beau fixe. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'il pourrait entraîner une amélioration un petit peu de la prise en charge, c'est établir un contrat avec le patient qui a une douleur neuropathique et ne pas lui dire que voilà, je vais vous donner ce traitement, vous allez guérir et être
clair avec le patient. On va commencer avec des petites doses et que si on gagne petit à petit, on va y arriver et que c'est comme ça qu'on va établir cette confiance avec notre patient. Et surtout, il faut une prise en charge multidisciplinaire qui utilise un petit peu les traitements pharmacologiques et surtout utiliser les traitements non pharmacologiques depuis le début. Et merci. Merci beaucoup Zakaria pour ces messages très pertinents, très intéressants, bien évidemment, d'avoir fait le tour de la question. Alors, il y a une question qui arrive. Existe-t-il des protocoles ou algorithmes pour prendre en charge ces malades? Oui, il existe des protocoles et algorithmes. Il y a les protocoles canadiens, américains, enfin, il y a des protocoles. Maintenant, ok. Oui, il y a des protocoles et algorithmes, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas une douleur neuropathique, mais beaucoup de douleurs neuropathiques, et c'est difficile. Par exemple, la douleur du diabétique n'est pas celle du cancéreux, n'est pas celle du post-chimio, n'est pas celle de la douleur chronique post-chirurgicale, et c'est pour ça que ces algorithmes et protocoles sont difficiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première ligne. On commence soit par les antidépresseurs, soit par les antiépileptiques gabapentinoïdes, soit par les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture, et là, si l'un ne marche pas, on peut switcher vers l'autre. Si on a une petite efficacité, on peut associer, même si l'association a montré qu'elle était safe et qu'elle n'augmentait pas un petit peu les effets secondaires, mais ça peut être utilisé. C'est ce qui est établi, c'est les opioïdes, la troisième ligne. Je pense qu'on n'en a pas encore au Maroc, notamment les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes ne sont pas encore disponibles au Maroc, mais on peut utiliser tout ce qui est lidocaïne topique, la capsaïcine, même si on ne l'a pas. Voilà, donc il y a d'autres... Alors, il y a une question qui arrive, qui est la place de l'oxycodone dans nos pays. Alors oui, pour moi, l'oxycodone a la place dans nos pays. C'est vrai qu'elle est un petit peu chère, mais il faut avoir beaucoup d'arsenal, beaucoup de traitements pour la douleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir qu'une seule arme, il faut avoir plusieurs armes. Ne serait-ce que pour faire une rotation d'opioïdes dans la douleur chronique, etc. Là, pour l'instant, pour la douleur chronique, qu'est-ce qu'on a? On a la morphine, le fentanyl, et quand ça bloque, quand on a des effets secondaires, on est bloqué, on n'a pas d'autre alternative. Je pense que l'oxycodone a sa place, peut-être même l'hydromorphone. Il faut avoir beaucoup d'armes pour pouvoir faire face à la douleur. Alors justement, donc une question, que représente cette douleur neuropathique dans ta pratique quotidienne? Alors, dans la pratique quotidienne, je travaille dans un centre d'oncologie, donc on reçoit beaucoup de douleurs neuropathiques post-mastectomie. Malheureusement, on fait mal. On fait mal parce que on ne fait pas beaucoup d'ALR, on ne fait pas beaucoup d'OFA, on ne prépare peut-être pas bien nos malades sur le plan psychologique. La mastectomie est quelque chose de difficile dans le cas du cancer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pistes à améliorer, c'est-à-dire une prise en charge psychologique avant, dès l'annonce, peut-être utiliser des techniques d'opioïdes free anesthésia, utiliser des techniques d'ALR, et je pense qu'on pourra diminuer un petit peu ces douleurs neuropathiques, en plus de l'association du traitement chirurgical où il faut vraiment faire attention aux nerfs et ne pas les toucher, et ce n'est que comme ça qu'on pourra améliorer un petit peu, dans ce contexte en tout cas. Alors il y a une question très intéressante qui arrive, est-ce que les patients répondent différemment aux molécules? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une douleur neuropathique, mais il y a beaucoup de douleurs neuropathiques. Il y a beaucoup d'étiologies, il y a des douleurs neuropathiques centrales, des douleurs neuropathiques périphériques, et même les douleurs neuropathiques périphériques, une douleur neuropathique post-ostérienne ne se manifestera pas de la même manière chez différents patients. Donc c'est pour ça que les patients ne répondront pas de la même manière. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des sous-indications, par exemple pour les antidépresseurs, qui inhibe la recapture sérotonine, c'est plus pour le diabétique. Et par exemple, la duloxétine, c'est plus pour les douleurs neuropathiques post-chimio, etc., etc. Donc il y a des effets en fonction des étiologies. Alors il y a une dernière question, est-ce que l'hypnose reste la référence en matière de prise en charge de la douleur neuropathique? J'aimerais dire oui, mais malheureusement, ça n'est pas la référence. Comme je l'ai dit, tous les traitements non pharmacologiques ont leur place comme adjuvants, comme coadjuvants dans le traitement de la douleur chronique, qu'elle soit neuropathique ou nociceptive, et qu'il faut l'associer dès le début. Mais la référence reste quand même ce qu'il y a en première ligne, c'est-à-dire les antidépresseurs et les anti-épileptiques. Alors une question qui arrive, quelle est la place des corticoïdes dans le traitement des neuropathies? Alors, pour l'instant, il n'y a aucune place des corticoïdes dans la douleur neuropathique, aucune. Voilà. Sauf si bien sûr la cause est liée à une compression neurologique par une inflammation ou voilà. Alors peut-être une dernière question. Tu as parlé tout à l'heure des antidépresseurs tricycliques. Quelle est la place des autres antidépresseurs?
Alors, qui ont moins d'effets secondaires en fait. Alors, les antidépresseurs tricycliques, pourquoi c'est la première ligne? Parce que c'est ceux qu'on a depuis le plus longtemps, c'est là où il y a le plus de littérature. Donc, ils ont bien roulé leur bosse, ça marche et c'est prouvé. Les nouveaux antidépresseurs, ils marchent aussi, mais il y a besoin d'avoir de plus en plus d'études. Et comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'étiologie aussi, mais ils ont leur place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils figurent en première ligne autant que les antidépresseurs tricycliques et les antiépileptiques. Donc, ils font partie de la première ligne et pourraient être utilisés pour la douleur.